je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info. Comme tous les vendredis, nous vous proposerons en fin de journal un invité. Cette fois-ci, nous recevrons le haut-commissaire des droits, des libertés et de la médiation. Mais en attendant, voici les titres de votre journal. Nous ouvrirons cette édition avec le livre blanc de la transition énergétique de la Principauté présenté ce jeudi soir au Yacht Club. Nous parlerons d'une classe d'FANB qui a découvert le métier de journaliste à l'occasion de la semaine de la presse. Nous reviendrons sur l'opération White Card mise en place par Peace and Sport. Nous ferons un zoom sur la nouvelle édition du concours du Grand Cordon d'Or organisé au lycée technique et hôtelier de Monaco. Nous écouterons l'humoriste Célig qui se produisait à l'occasion des Sérénissimes de l'humour. Et pour terminer, nous découvrirons la pièce La fille sur la banquette arrière au théâtre Princesse Grace de Monaco. Et comme je vous le disais dans les titres, le livre blanc de la transition énergétique de la Principauté vient d'être présenté au Yacht Club en présence du souverain. Cet ouvrage incarne une méthode mais aussi des objectifs. Plus de détails avec Sandrine Nègre. Un guide commun pour le bien de tous et surtout celui de nos enfants. Le livre blanc de la transition énergétique contient à la fois des perceptions, des actions, des bonnes pratiques et des attentes. Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par les énergies fossiles, tout est mis en œuvre pour favoriser le développement des énergies durables. Après la mise en place d'un fonds vert et la création de la mission pour la transition énergétique, la réalisation de ce livre constitue une nouvelle étape afin de répondre à des objectifs ambitieux mais réalisables, moins 50% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 et une neutralité carbone en 2050. Pour y parvenir, des actions majeures doivent être engagées sur les 3 postes les plus producteurs de gaz à effet de serre à Monaco et qui comptent chacun pour environ 30% des émissions, la mobilité, le traitement des déchets et la consommation énergétique dans les bâtiments. Pour atteindre les objectifs de réduction, nous devons être exemplaires en matière de sobriété énergétique et de développement des énergies renouvelables. Et notre communauté tout entière doit s'engager sans réserve, sans a priori et avec courage et détermination dans la voie de cette transition énergétique. Pour faciliter cette mobilisation, j'appelle de mes vœux la création d'un pacte national sur la transition énergétique, qui associe toutes les forces vives de notre pays, les institutions, les pouvoirs publics, les entreprises privées, l'ensemble de la société civile, les monégasques et les résidents. Une journée sans voiture, l'interdiction future de bouteilles plastiques, la construction d'un bâtiment modèle à énergie positive. Les exemples d'initiatives qui pourraient voir le jour dans peu de temps ne manquent pas, complétant ainsi une liste déjà bien chargée. Pompe à chaleur sur eau de mer, vélo à assistance électrique, soutien à l'acquisition de véhicules hybrides et électriques, ou encore l'organisation de manifestations environnementales. C'est une très belle aventure qui commence. Nous avons rencontré plus de 90 personnes dans le cadre de l'élaboration de ce livre blanc pour connaître leurs attentes, pour partager avec eux tout ce qu'ils savent de la transition énergétique, ce qu'ils attendent de nous, du gouvernement, comment on peut les aider. Et je pense que ce soir, le fait que ce livre blanc soit terminé, c'est une première étape vers une nouvelle aventure. Il faut que nous donnions la main, il faut partir de ce livre blanc et aller 4 fois plus vite que ce que nous faisons jusqu'à présent pour cette transition énergétique. Le livre blanc contient d'abord l'énoncé d'un certain nombre d'enjeux prioritaires, de thèmes que les participants ont désignés comme étant pour eux importants, la mobilité, l'énergie, le chauffage des bâtiments, les déchets, l'approvisionnement énergétique de la Principauté de Monaco. Et pour chacun de ces thèmes, il y a eu l'expression de certains obstacles que les participants pouvaient percevoir, qui pouvaient empêcher la mise en œuvre de la transition énergétique, et puis en face des propositions d'action. Donc nous avons bien une centaine de propositions d'action sur lesquelles les services du gouvernement vont travailler pour faire la feuille de route, une feuille de route partagée et qui pourra effectivement être mise en œuvre et suivie par tout le monde. Et pour parvenir à la réalisation de cet ouvrage, 59 organisations ont été sollicitées pour parler d'exemples concrets, 90 personnes rencontrées, 5 ateliers sectoriels organisés. Les participants venaient de différents horizons.
Institutions, économie et commerce, énergie, tourisme, santé, associations et bâtiments bien sûr. À l'Annonciade, nous avons fait chuter d'une manière spectaculaire de à peu près 30% le montant des kilowatts utilisés par différentes actions qui se sont situées dans différentes parties de l'ensemble immobilier, l'eau chaude sanitaire, des parties communes avec bien sûr de changements d'ampoules et autres. Et grâce au comptage, parce que nous traquons justement les déperditions, et ainsi on a eu des résultats spectaculaires, comme dans d'autres immeubles, comme le Monte Carlo Son et autres, avec des systèmes de pompe à chaleur. La transition énergétique est donc un moteur de changement qui implique tous les citoyens en les invitant à adopter de nouveaux comportements éco-responsables au quotidien. Vous pouvez d'ailleurs consulter le livre blanc afin d'en savoir plus sur toutes ces actions concrètes sur le site du gouvernement princier, le www.gouv.mc. À l'occasion de la semaine de la presse à l'école, de nombreux élèves de la Principauté ont pu découvrir le métier de journaliste. Certains sont venus nous rendre visite à Monaco Info et d'autres ont pu même réaliser leur propre émission radio. Un reportage signé Patricia Navarro. Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes sur Cap Radio, la web radio de l'Académie de Nice. Nous sommes toujours dans la semaine de la presse et des médias dans l'école. Au micro, Manon, Clotaire, Evan ou bien encore Julia, deux jeunes journalistes radio en herbe, passent à l'antenne. La semaine de la presse et des médias à l'école leur a offert une formidable opportunité. Toute cette classe de 7e de l'école François d'Assise Nicolas Barré a préparé une émission radio avant de l'enregistrer dans les conditions du direct, grâce aux moyens techniques mis à leur disposition par l'Académie de Nice. C'était particulièrement intéressant cette année puisque dans les nouveaux programmes, il y a tout un volet pédagogique qui est un peu nouveau, qui porte vraiment l'accent sur le langage oral. C'est dans ce cadre-là que nous avons travaillé. Ça nous a permis de développer effectivement la prise de parole à l'oral avec les jeunes élèves et puis ainsi travailler également sur l'esprit critique et l'usage citoyen d'Internet. Ça a été un travail transversal. Il faut faire attention à ce qu'on envoie. Par exemple, Snapchat, et tout le monde disait qu'au bout de 20 secondes, les photos s'effaçaient, mais un expert a découvert qu'on pouvait les récupérer. Les élèves ne sont pas prêts d'oublier cette expérience. La préparation de l'émission leur a permis de mieux cerner la profession de journaliste et la façon dont les médias informent le grand public. Alors pendant les leçons de géographie, on a vu un peu ce qu'on faisait pour la radio. Après, ça a pris à peu près 2-3 semaines pour vraiment apprendre tout. Et c'était très bien. J'adorais ça, j'ai même envie de le refaire. Et donc, voilà. Clotaire, est-ce que c'est impressionnant d'être un journaliste radio ? Alors oui, c'est impressionnant, c'est difficile à la fois, mais c'est vraiment très divertissant et moi j'ai adoré cette expérience. Et au-delà de cet exercice radiophonique, l'opération a permis aussi d'alerter les jeunes sur les dangers d'Internet. De la même manière que les journalistes doivent être vigilants et vérifier et recouper les informations véhiculées par Internet, dont certaines sont fausses, les enfants doivent être méfiants vis-à-vis de cet outil virtuel qui peut cacher de véritables pièges pour eux. Et c'est une toute autre opération. Peace and Sport vient de lancer sa campagne White Card 2017. Le concept consiste à se prendre en photo avec un carton blanc afin de témoigner de sa solidarité au mouvement de la paix par le sport. Le récit de Dominique Poulain. C'est au Yacht Club de Monaco qu'a lieu le lancement de la campagne White Card 2017, le carton blanc de Peace and Sport, en présence du prince Albert II. Sont également présents le ministre d'État Serge Tell et le maire de Monaco Georges Marsan. Des champions de la paix sont là également. L'athlète Paula Radcliffe, recordwoman du marathon, Jean-François Tordeau, ancien capitaine de l'équipe de France de rugby, ou encore Pierre Frolat, le champion du monde d'apnée.
Joël Bouzou, le président et fondateur de Peace and Sport, l'association créée il y a 10 ans, rappelle que le 23 août 2013, au siège des Nations Unies à New York, l'Assemblée générale de l'ONU déclare le 6 avril comme la journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Et il propose à tous de se mobiliser autour du symbole du carton blanc. On considère que le sport, c'est vraiment ce langage universel qui permet le dialogue. Alors, il y a aussi des aspects négatifs dans le sport quand on regarde la compétition, etc. Et parfois, un arbitre va vous donner un carton jaune pour vous sortir temporairement du jeu parce que vous ne respectez pas la règle, ou va vous donner un carton rouge pour vous éliminer définitivement. Mais nous, on fait la promotion du carton blanc. Le sport, c'est le dialogue universel possible, au-delà des différences ethniques, sociales, religieuses, sur toute la planète. Une fédération internationale, c'est un sport qui se pratique de la même façon, quelles que soient les origines des gens. Et les règles sont édictées par des dirigeants qui sont issus de tous les groupes ethniques, sociaux, religieux, et qui partagent ça. Donc il y a un pouvoir fabuleux. Et ce pouvoir fabuleux, on essaie de l'illustrer aussi par un symbole. Et le carton blanc, c'est ce symbole. Le prince Albert rappelle que le sport est un vecteur d'action majeur pour bâtir un monde pacifique, pour accompagner et éduquer une jeunesse parfois en manque de repères. Le principe de l'opération est simple. Il suffit de se prendre en photo en brandissant un carton blanc, comme le ferait un arbitre sur un terrain de sport, et de poster la photo sur les réseaux sociaux. L'objectif est de montrer votre solidarité au mouvement de la paix par le sport. Bon, le sport, je trouve que c'est une force très très forte pour soutenir le paix, pour rassembler les gens, pour nous mettre tous sur le même terrain et pour mettre la solidarité en place. Il y a tellement de moments dans l'histoire, on parle du Première Guerre mondiale, lorsqu'ils ont arrêté de se bagarrer pour jouer un match de foot. Et par exemple, pour arrêter l'apartheid en Afrique du Sud, une de mes premières mémoires, c'était le tour d'honneur qu'ils ont fait ensemble des Ratutulo de l'Éthiopie avec Elana Maya de l'Afrique du Sud. Premier jeu que l'Afrique du Sud a été laissé revenir dans la famille olympique à Barcelone. Donc il y a tous ces moments et je crois que c'est là qu'on se rend compte que oui, on est tous êtres humains et on a tous pas les mêmes esprits, les mêmes buts et on peut ensemble être beaucoup plus forts et mettre le monde, un monde beaucoup plus dans la paix et beaucoup plus égal, accessible à tout le monde. Depuis le lancement de la campagne White Card, il y a 4 ans, ce sont 28 millions de personnes dans le monde qui se sont prises en photo avec le carton blanc. Et en bref, dans le reste de votre actualité monégasque, c'est à l'hôtel Hermitage que quelques porteurs de la carte Monaco Private Label, originaires de divers pays, se sont réunis ce vendredi autour d'un déjeuner en présence du ministre d'État. L'occasion de revenir notamment sur l'attractivité de la principauté. D'un hôtel à un autre, c'est au Novotel que la remise des prix du concours de dessert avait lieu à l'occasion de la Semaine du Goût. Plus de 80 participants avaient répondu présents. Les produits de saison étaient à l'honneur, vous le voyez sur ces images. Et nous restons dans le domaine culinaire avec le concours du Grand Cordon d'Or organisé au lycée technique et hôtelier de Monaco. Cette 37e édition a rassemblé de nombreux jeunes concurrents venus de divers horizons. Christine Datomel vous en dit plus. Ils étaient au nombre de 7 à s'affronter derrière les fourneaux. 7 jeunes élèves de terminale sélectionnés sur dossier et venus des 4 coins du monde. Les couleurs de la France, de Monaco, de la Suisse, de la Corse et même de l'île Maurice étaient représentées dans ce concours. Un concours qui permet à cette jeune génération de futurs cuisiniers de mettre en pratique leur acquis scolaire et professionnel, de se confronter entre eux et de développer leur imagination et leur sens du goût. Il est important, très important même pour eux, parce que d'abord ils se sont investis énormément dans leurs établissements respectifs. Ils ont travaillé depuis plusieurs mois pour faire en sorte qu'ils soient capables de sortir effectivement le meilleur plat par rapport au thème qu'on leur a imposé, et surtout dans le timing, parce que 4 heures pour réaliser les plats qu'on fait aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Cette année, on a choisi un thème tiré du livre d'Escoffier, puisque au mois de novembre, octobre, nous avons fêté les 170 ans de la naissance d'Escoffier. Donc on est parti de la truite ouverte, une truite soufflée, qui est un classique dans le guide culinaire, bien sûr,
mais on a laissé la liberté aux candidats de faire 3 garnitures de leur choix. Et c'est là qu'on attend la créativité, c'est là qu'on attend l'originalité de leur travail, puisque les jeunes de maintenant sont quand même assez ouverts à ce genre de choses. Et donc on va voir les résultats. Pour l'instant, nous avons vu que des recettes écrites avec des photos pour la sélection, mais on attend avec impatience ce qui va sortir, on va dire. Au menu donc, la truite soufflée façon Escoffier, sauce marinière et la tarte sablée chocolat. Durant 4 heures, les 7 petites toques se sont donc affrontées derrière les fourneaux. 4 heures pour réaliser ces 2 plats avec leurs propres recettes et leurs touches personnelles. Composé de chefs de cuisine et de gastronomes, un jury technique et un jury de dégustation les ont ensuite départagés. La présentation, le goût, la gestion du budget, l'hygiène, l'organisation, la méthodologie et le respect des techniques culinaires, autant de critères pris en compte. Et après délibération, la remise des prix a couronné la jeune monégasque Clara Germain, qui termine ainsi à la première place. Une délivrance pour cette jeune fille de 17 ans qui, durant des mois, a beaucoup travaillé pour parvenir à ce résultat et qui plus est la plus jeune du concours. Que de la joie, même depuis dès que j'ai démarré le concours, j'étais heureuse. Je me suis sentie bien et visiblement ça a marché, j'ai donné mon mieux, ça a marché aussi. Alors comme tu disais tout à l'heure, tu as un bus de supporters. Ouais, c'est ça, j'ai un bus entier. Est-ce que ça t'a aidé ? Ouais, ça m'a aidé parce qu'ils ont toujours été là pour moi. Même quand j'ai commencé l'hôtellerie, ils ont toujours dit on sera là pour toi et je pense que ça déjà, ça m'a beaucoup... J'ai réussi à prendre confiance en moi pour arriver à faire le concours. Qu'est-ce qui te plaît dans la cuisine ? Beaucoup de partage, que ce soit avec les clients ou même avec les anciens comme là qui viennent et qui nous expliquent, qui nous apprennent, qui sont sur nous. Et voilà, le fait de travailler le produit, travailler de mes mains, bouger, communiquer, voilà tout ça, j'aime beaucoup. Sur la seconde marche du podium, une autre jeune femme qui porte, elle, les couleurs de la Suisse. Le candidat de l'île Maurice terminera, lui, à la 3e place. À la suite de la remise des prix, un dîner gastronomique servi par les élèves et les professeurs du lycée technique et hôtelier a clôturé en beauté cette 37e édition du concours culinaire du Grand Cordon d'Or. Et sachez que vous pourrez retrouver très prochainement sur Monaco Info un magazine dédié à ce concours du Grand Cordon d'Or. Au chapitre culture, à présent, les Sérénissimes de l'humour. Ce jeudi soir, c'était au tour de l'humoriste lyonnais Célic de se produire sur la scène du Grimaldi Forum. Habitué de la principauté, il revient notamment avec le tout dernier épisode 5 qu'il présente en exclusivité au public monégasque. Alexandra Pani l'a rencontré quelques heures avant de monter sur scène entre 2 répétitions. Bienvenue à Monaco. Merci. Vous connaissez bien les lieux maintenant. Oui, je suis venu plusieurs fois, et puis notamment dans cette magnifique salle pour un plateau il y a quelques temps. Là. Puis là, je reviens en solo. Donc ouais, vraiment très heureux. En solo et avec un tout nouveau spectacle. Alors ouais, là, c'est l'exclusivité quand même, hein, parce que l'épisode 5, ouais, je l'ai rodé dans pas mal de petits endroits que j'ai l'habitude à faire en France. Et puis là, c'est exclusivité pour les Sérénissimes de l'humour. Après, ce spectacle ne sera pas rejoué avant février 2018 à l'Olympia, hein, officiellement, où c'est la sortie du 5. Donc, quand on fait un nouveau spectacle, je crois que c'est un bilan des années qu'on a passées avant, de ce qui nous a marqué, de ce qui nous a touché, fait rire, et il faut mélanger tout ça. Là, j'ai plus fait un spectacle sur le passé, sur des choses qui m'ont touché quand j'étais plus petit. Par exemple, j'ai fait un sketch sur quand j'allais en colonie de vacances. Mais les colonies des années 70, les choses ont bien changé depuis. Et je sais pas si c'était plus... Je pense que c'était plus drôle avant, plus dangereux, mais beaucoup plus drôle. Ensuite, j'ai rendu un hommage à mon grand-père, parce que mon grand-père c'est grâce à lui si je fais du one-man show. C'était un homme qui m'a appris à faire rire, qui m'a appris à regarder les comiques, qui m'a appris à regarder dans la rue, à observer. Et ma sœur, mon beau-frère Bernard, qui sont présents dans mes spectacles depuis plus de 20 ans, là, ils partent à la montagne en famille, avec des amis. Ça me permet de parler de ces fameuses vacances quand on part soit en famille, soit en amis, et que ça se passe pas toujours bien, parce que la cohabitation est pas toujours... voilà. Et tout ça avec beaucoup de bonne humeur et de rigolade. Moi, mon univers et mon credo depuis que je suis petit et depuis que j'en fais mon métier, c'est le divertissement familial. Le divertissement à la Louis de Funès, à la Fernandel, à la Fernand Reynaud. Voilà, moi, mon humour, c'est divertir. Après, heureusement que tout le monde n'est pas comme moi. Il faut de l'humour noir, il faut de ci, il faut de là. Mais il en faut aussi des comme moi pour permettre à la famille de rire sainement, j'allais dire, avec les enfants et les grands-parents.
Et est-ce qu'on peut parler d'une autre passion, l'écriture, mais alors pas pour la scène, l'écriture de romans? Oui, alors ça c'est... mon meilleur ami, c'est Bernard Werber, le célèbre auteur et romancier Bernard Werber, donc je côtoie depuis plus de 20 ans. Et à force de le voir écrire des livres, j'ai eu envie moi aussi, mais dans ma partie. Donc j'ai commencé d'écrire de l'humour forcément. Et étant un fan de SF, j'ai écrit un space opéra, comme on dit, humoristique, comme ça se faisait dans les années à peu près 80, cette littérature. Et Bernard l'a lu, ça l'a fait rire beaucoup, et il m'a fait une belle préface dans laquelle on voit bien qu'on est très proche. Et voilà, ensuite j'ai enchaîné avec le deuxième. Puis là, je me suis essayé à un troisième roman qui était... Parce que finalement, tous les gens qui me suivent depuis 20 ans adorent ma sœur, mon beau-frère Bernard et toute leur famille. Donc j'en ai fait un roman policier, et je les ai intégrés dans ce roman. Donc du coup, les fans qui adorent ça retrouvent dans ce roman l'opération R8, toute l'histoire de ma famille et de ma sœur. C'est deux mondes différents. Ouais, je peux pas... Quand je suis en mode d'écriture de one-man show, je suis en mode sniper. C'est-à-dire que je passe ma vie à observer les gens, les défauts, ce qui se passe, comment, pourquoi. Je prends des notes, je regarde, j'écoute. C'est vraiment très, très speed. Après, quand je passe en mode roman, il faut que je me calme, il faut que je me détende, il faut que je me pose, il faut que j'écrive mes histoires, que je les construise, il faut que je les... Voilà, c'est complètement différent. Mais c'est très dur de passer de l'un à l'autre. Mais je pense que pour moi, qui suis un hyperactif, c'est très salutaire. Ça me permet de reposer la machine et après de remonter en pression pour réécrire des sketchs et des choses comme ça. Ouais. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, le souverain est allé féliciter l'humoriste lyonnais Selig dans sa loge à la fin de cette représentation. Rappelons que ce spectacle était une exclusivité pour le public monégasque. Il sera rejoué qu'à partir de février 2018 sur la célèbre scène de l'Olympia. Culture toujours avec Véronique Reboul et Christian Vadim qui étaient sur la scène du théâtre Princesse Grace ce jeudi soir afin d'y jouer La fille sur la banquette arrière, l'histoire d'un auteur à succès et de sa collaboratrice qui vont connaître le triomphe et l'échec. Dominique Poulain vous en dit plus. Quelques instants avant notre mariage, je trouve mon fiancé avec une autre femme. Alison, que fais-tu là? Je me suis échappée 2 minutes, juste pour voir si tu es aussi épouvantée que moi. La scène se passe à New York, dans les années 50. Un auteur à succès, Ronald Carmichael, joué par Christian Vadim, apprend le jour de son mariage que son plus précieux collaborateur ne veut plus travailler avec lui. Il lui cherche un successeur. C'est alors qu'arrive Pénélope Cradock, jouée par Christelle Reboul. Romain l'engage comme collaboratrice. Je suis absolument terrifiée. Merci. Vous faites plus jeune que sur les photos, mais c'était surtout des gros plans. On m'a choisi parce que je crois qu'il y a tout de suite quelque chose qui comme un coup de foudre, comme le regard de Roméo et Juliette au bal. Il y a quelque chose qui s'est passé et je pense que c'est quelqu'un d'assez intuitif, Ronald Carmichael. Et sous sa carapace comme ça d'auteur dramatique un peu renfermé, il sent très bien les choses et il a saisi l'opportunité. Je viens de vivre la situation la plus ridicule de toute ma vie. Ridicule, ridicule. Là, moi, nu, au milieu, comme un idiot, mais alors nu. Tout oppose Ronald Carmichael et Pénélope Cradock. Lui est un citadin de New York, elle, un riff de sa province. Elle est institutrice et myope, mais écrit très bien elle aussi. Ronald perçoit son talent, commence alors une collaboration de 10 ans. Et l'élastique de ma culotte vient de craquer. Ne vous croyez pas obligé de me dire... Ça va devenir une passion, un fantasme des deux côtés, mais platonique. Et toute leur histoire sentimentale, toute leur envie, ils vont les mettre dans leur écriture. Et jusqu'au moment où il y a plein de péripéties qui vont faire que c'est pas si simple pour qu'ils arrivent à se retrouver. Je suis engagée comme ouvreuse dans un théâtre. Je voyais tout. Est-ce que j'ai toujours préféré ce soir? La fantaisie, le négligé et le franc-parler de Pénélope bouleversent l'univers de Ronald. Tous deux connaissent, au cours de leur collaboration, le triomphe et l'échec. Les triomphes, il y a des échecs, et puis il y a aussi surtout une trahison. Lui, un jour, va commettre un adultère
Il va donc coucher avec une comédienne. Et moi, je vais le prendre comme une humiliation, puisqu'on a un pacte tous les deux. Moi, j'accepte qu'il soit marié, mais s'il y a une fidélité quand même qui tient, quoi. Il est peut-être l'homme de sa femme, il est mon homme à moi spirituellement et artistiquement. Et il casse ce pacte, en fait. Et là-dessus, moi, je vais partir et me marier avec un autre homme qui me permet de m'épanouir individuellement et en tant que femme. Et puis, je vais revenir pour à mon tour, quelque part, l'humilier. C'est beaucoup, c'est un rapport de force aussi, hein, comme souvent entre un homme et une femme. Pénélope Cradock. Mademoiselle Cradock est ma nouvelle partenaire. Depuis quand? Depuis maintenant. Merveilleux. Nous aurons le même anniversaire, nous fêterons ensemble. J'espère que vous restez pour le mariage. Elle. Chérie, toi, je sais que tu restes. Alors, c'est oui. Merci, mais j'ai classe demain. Elle est venue une semaine trop tôt. Je suis du Vermont. Et voilà. C'est bien regrettable, en effet. Alors, monsieur, toujours décidé? J'ai eu du mal à nouer ma cravate. Ronald, tu sais que ce que tu dis n'a aucun sens. Ah bon? Tant mieux d'ailleurs, ça me rassure. Pourquoi? De toute évidence, tu as aussi peur que moi. J'espère que nous serons bonnes amies, Pénélope. Et toi? Je te vois tout à l'heure. Et avant de retrouver notre invité du week-end, toute la rédaction de Monaco Info souhaitait rendre un hommage particulier à Bernard Spendler. Depuis plus de 50 ans, ce journaliste très connu de la Principauté était notamment grand reporter pour RMC Télé Monte Carlo. Il avait été également l'auteur de nombreux ouvrages historiques et documentaires. Vous venez de voir l'essentiel de l'actualité monégasque. Nous avons donc rejoint notre invité du week-end. J'ai à mes côtés le haut-commissaire à la protection des droits, des libertés et à la médiation, Anis Wood. Bonjour. Bonjour Vanessa. Merci de nous accueillir ici même dans vos locaux. Pour que l'on comprenne bien, dans un premier temps, j'aimerais vraiment qu'on s'intéresse à la vocation de cette institution finalement indépendante. Absolument. Vous êtes ici dans la salle d'attente du Haut-Commissariat, qui est une institution indépendante et publique, qui a été créée par la volonté du souverain il y a maintenant 3 ans. 3 ans qu'elle est effectivement en place et opérationnelle, et qui a une vocation, c'est d'aider les administrés à résoudre de façon souple et rapide les éventuelles difficultés qu'ils rencontrent avec l'administration. Donc notre vocation, c'est d'être dans ce cadre un outil d'accompagnement et de dialogue pour les personnes qui parfois se trouvent confrontées à la machine administrative et parfois un peu perdues et parfois un peu impuissants. Donc ces personnes, nous les recevons ici, nous les écoutons, nous examinons avec eux leur situation, nous étudions ensuite lorsqu'il y a lieu leur dossier avec les services compétents, et l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir proposer des solutions efficaces, constructives, pour résoudre de façon apaisée, donc sans contentieux, les conflits qui les opposent au service public. Donc c'est un mécanisme qui, je dirais, a une double vertu, parce que non seulement il garantit aux personnes qui viennent nous voir que leurs droits seront pris en compte dans la recherche de solutions à leurs désaccords avec l'administration, mais aussi il leur garantit que les enseignements nécessaires seront tirés de l'examen de leur situation pour inciter chaque fois que nécessaire l'administration à se réformer ou à adapter ces pratiques dans l'intérêt général. Et donc c'est un mécanisme qui effectivement est là pour servir les administrés, mais qui est aussi utile à l'administration. Et en ce sens, nous sommes aussi des partenaires des administrations dans leurs efforts pour se moderniser et pour améliorer constamment la qualité du service public qui est délivré aux usagers en principauté. Y a-t-il justement des cas où vous ne pouvez pas intervenir ? Oui, alors nous sommes effectivement en mesure d'aider au règlement des litiges
qui concerne globalement tous les services publics, pas seulement les services exécutifs qui dépendent du gouvernement, mais aussi les services municipaux, le service public de la justice, si effectivement il y avait un dysfonctionnement à ce niveau-là, et puis les services qui sont effectivement assurés par les établissements publics, et je pense notamment à notre hôpital. Mais dans ce cadre-là, il y a des cas où nous ne pouvons pas effectivement intervenir. Par exemple, lorsque la réclamation a déjà été portée devant la justice. Par définition, il n'y a plus lieu à de la médiation si on est déjà dans une phase contentieuse. De la même manière, on ne peut pas intervenir dans les litiges qui concernent les conflits de travail internes aux administrations. C'est vraiment une institution qui est au service des usagers des services publics. Et c'est vrai, moins des fonctionnaires qui travaillent pour l'administration. Et puis il y a un principe général, c'est que avant de venir nous voir, il faut que la personne ait agi d'elle-même pour essayer de résoudre sa situation auprès de l'administration qui est directement concernée. Si elle ne l'a pas fait, nous recevons quand même la personne et dans toute la mesure du possible, nous tâchons toujours de la renseigner, de l'éclairer sur ses droits et de l'orienter vers le bon interlocuteur. Et c'est pourquoi j'ai envie de saisir l'occasion aujourd'hui pour encourager toutes les personnes à venir nous voir parce qu'il ne faut pas hésiter. C'est vrai qu'à la limite, c'est mieux de venir nous voir quitte à ce que ça ne serve à rien, plutôt que de laisser passer la chance de résoudre de façon apaisée et consensuelle une situation qui sinon demeurerait dans l'impasse ou voire irait au contentieux. Un mot peut-être également sur ce volet qui concerne la discrimination. Oui, effectivement, c'est un second volet de nos missions. Donc, à côté de la mission qui concerne la protection des administrés, le souverain a tenu à donner à cette nouvelle institution du Haut-Commissariat sa pleine dimension d'institution nationale de protection des droits de l'homme. Et nous sommes chargés à ce titre d'une mission spécifique de lutte contre les discriminations, c'est-à-dire que nous sommes à Monaco, l'organe national spécialisé dans la lutte contre les discriminations. Et à ce titre, nous pouvons effectivement intervenir, là plus seulement vis-à-vis des administrations, mais de façon générale, y compris dans le secteur privé et y compris, je dirais, lorsque le litige concerne par exemple une discrimination dans l'emploi auprès des entreprises, pour essayer d'aider à la mise à jour de la discrimination si effectivement elle existe, et puis à la résolution de la situation. Et dans ce cadre-là, nous avons aussi une troisième mission sur laquelle j'aimerais juste dire un mot. Elle concerne notre mission de conseil auprès des autorités. Nous avons effectivement une compétence d'avis et le gouvernement comme le Conseil national ont déjà eu l'occasion de faire appel à nous pour des avis dans le cadre de l'examen de projets de loi qui touchent au domaine du respect des droits et libertés fondamentales. Nous avons par exemple eu matière à intervenir l'an dernier dans le cadre de l'élaboration de la fameuse loi sur la préservation de la sécurité nationale qui a été votée il y a quelques mois. Alors vous venez de rendre un rapport d'activité de plus d'1 an d'activité justement dans les grandes lignes. Quel bilan peut-on en dresser ? Alors écoutez, le bilan aujourd'hui, après 3 ans d'activité, j'ai envie de dire, il est encore un peu prématuré puisque mon mandat comme premier haut-commissaire monégasque arrivera à échéance seulement dans 1 an. Mais de façon générale, si je devais, disons, tirer quelques conclusions, je dirais d'abord qu'au plan personnel, pour moi, c'est un challenge réussi puisque la mission qui m'a été confiée, c'était de mettre en place cette institution qui, il y a 3 ans, n'existait pas et de lui permettre de prendre toute sa place dans le fonctionnement de nos mécanismes institutionnels et dans l'espace public monégasque. Donc aujourd'hui, le Haut-Commissariat, je crois, est un interlocuteur reconnu par ses partenaires institutionnels avec lesquels nous sommes évidemment en lien quotidien pour traiter les situations qui nous sont soumises. Et puis, je pense également auprès du public qui commence à nous connaître aujourd'hui, même si effectivement il y a encore il y aura toujours des efforts de communication à faire pour que les personnes qui se trouvent en situation de faire appel au Haut-Commissariat
puissent le faire à bon escient. Et d'ailleurs, nous sommes en pleine campagne nationale d'information aujourd'hui avec ce petit dépliant que donc, nous avons élaboré pour rendre compte de nos compétences, de ce que nous pouvons faire pour les administrés. Et ce dépliant est aujourd'hui donc à disposition dans tous les services administratifs qui reçoivent du public. Et également, vous pourrez le trouver en allant chez votre médecin, par exemple. L'idée est vraiment de contribuer à la notoriété de ce tout nouveau dispositif, de ce tout nouveau service public, parce qu'il y a une chose importante que je n'ai pas dite, mais c'est un service public qui est offert par l'État. Donc, c'est un service gracieux que l'État assure pour les bonnes relations des administrés avec l'administration en principauté. Est-ce qu'on peut connaître quelques chiffres ou c'est encore peut-être trop tôt? Non, on peut dire que globalement, donc sur 3 ans, nous avons traité à peu près 200 réclamations déjà, donc ce n'est pas négligeable. Avec des résultats somme toute assez positifs, puisque dans 70% des cas, nous avons effectivement réussi à solutionner avec l'écoute de nos partenaires des administrations les dossiers qui effectivement pouvaient l'être. Au-delà d'ailleurs de la résolution des situations individuelles, l'examen des dossiers, je le disais tout à l'heure, nous aide aussi à tirer des enseignements généraux pour éviter que certains dysfonctionnements qu'on est amené à constater se reproduisent à l'avenir et donc pour améliorer les processus administratifs. Lors de la première année d'activité, nous avions émis 6 recommandations de portée générale et on voit bien que c'est quelque chose qui est en plein essor puisque donc l'exercice qui vient de se clore a donné lieu à 16 recommandations dans des domaines aussi divers que l'éducation, la protection sociale, le logement. Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Donc c'est un mécanisme qui, je dirais, d'ores et déjà fonctionne bien. Bien entendu, il est encore en cours de rodage, ce qui veut dire qu'on est effectivement, avec notre volonté de bien faire et de faire au mieux, parfois confronté à certaines lenteurs, certaines lourdeurs, que d'ailleurs l'administré connaît lui aussi de son côté. Ce sont des difficultés que nous rencontrons parfois de la même manière dans notre dialogue au quotidien avec les administrations. Et donc, les méthodes de travail sont encore perfectibles, c'est évident, et il y a un gros potentiel de développement de cette nouvelle activité. Mais je dois dire que nous fonctionnons par exemple de façon très fluide et très souple avec des interlocuteurs comme la mairie ou comme l'hôpital. Le dialogue avec le gouvernement a lui aussi fait beaucoup de progrès durant ces 6 derniers mois, avec notamment la rédaction d'une circulaire par notre nouveau ministre d'État pour justement fluidifier et accélérer le dialogue au niveau de l'instruction des saisines et permettre finalement une résolution des dossiers qui soit rapide et qui soit surtout compatible avec l'enjeu des situations, puisque parfois nous sommes confrontés à des situations urgentes parce qu'il existe un délai de procédure ou parce que tout simplement ce sont des situations qui menacent de devenir irréversibles avec le temps. Donc je dirais que je suis très optimiste sur l'apport que pourra avoir ce nouveau dispositif qu'il a déjà commencé à avoir mais qu'il pourra avoir à terme, sachant que cette institution n'existe pas par ma volonté, mais c'est une volonté du souverain. Et effectivement, je crois que toutes les énergies se fédèrent en ce moment et se fédéreront à l'avenir pour qu'ils puissent fonctionner de la meilleure manière dans l'intérêt de tous, de l'État comme des administrés. Alors j'imagine que les demandes sont variées, vous m'arrêtez si je me trompe, mais le logement constitue le premier domaine de réclamation. Alors, quelles sont les avancées obtenues aujourd'hui? Écoutez, d'ailleurs, je constate avec plaisir que vous avez certainement lu à tout le moins notre plaquette, peut-être pas le rapport au complet, mais notre plaquette, puisqu'en effet, sur l'exercice qui vient de se clore, le logement a été un des premiers domaines de saisine.
Ça s'explique assez naturellement, je dirais, parce que nous sommes à Monaco et parce que le logement est effectivement une des préoccupations majeures, si ce n'est la préoccupation principale des administrés. Il y a un certain nombre de réclamations, effectivement, qui nous sont parvenues, qui, je dois dire, concernaient des conflits assez simples, qui, à mon sens, auraient pu se régler facilement, y compris au niveau directement du service concerné. Donc je parle des réclamations locatives, le service concerné étant l'administration des domaines. Mais on constate que dans un certain nombre de cas, les réclamations ne sont pas forcément, je le disais, traitées en temps et en heure, en tout cas dans un délai acceptable pour l'administré qui peut subir des nuisances dans son appartement, qui peut, par exemple, vouloir récupérer une caution qui ne lui a pas été restituée à la suite d'un changement d'appartement. Et ce sont des cas que nous avons eu à traiter ici, qui nous ont, bien entendu, que nous avons réussi à résoudre en lien avec l'administration des domaines, mais qui nous ont amenés à nous interroger sur l'opportunité de mettre en place un service de réclamation de première ligne au niveau même de l'administration des domaines, puisque c'est un service important de l'administration qui a un champ de compétences très vaste et qui, par définition, ne peut pas toujours à la fois, je dirais, gérer le quotidien des dossiers et gérer les réclamations qui peuvent en découler. Donc, nous avons effectivement porté cette suggestion à l'attention du gouvernement et le résultat a été, je dirais, assez positif puisque un premier recrutement a eu lieu au sein de l'administration des domaines en 2016 pour effectivement mettre un fonctionnaire en première ligne dans l'accueil des réclamations des occupants des logements domaniaux et dans leur bonne réorientation lorsqu'elles concernent les syndics d'immeubles. Pas toutes les réclamations concernent directement l'administration des domaines, mais il était important que cette coordination se fasse de façon plus fluide et puis poursuivre effectivement le traitement de leurs réclamations et ainsi s'assurer qu'elles soient traitées dans des délais raccourcis. Donc voilà, c'est un exemple des avancées que peut permettre le Haut Commissariat dans sa mission au quotidien d'appui à la prévention des dysfonctionnements, je dirais, du service public. Alors cette année, vous souhaitez renforcer les bonnes pratiques, notamment par la mise en place d'un code de bonne conduite administrative. Peut-on en savoir plus ? Oui, mais c'est une idée qui est uniquement en friche aujourd'hui, mais qui part d'un constat simple, c'est que derrière chaque réclamation, il y a une attente de l'administré qui n'a pas été satisfaite, où il y a un tort qu'il estime avoir subi dans le traitement qui lui a été appliqué par l'administration. Alors ça peut être effectivement une réponse qui n'a pas été apportée en temps et heure, hein, on en parlait, ça peut être aussi une demande qui n'a pas été traitée, ça arrive. Ça peut être le sentiment de l'administré de ne pas avoir été bien traité par l'administration ou de ne pas avoir été traité de façon juste. Des administrés peuvent souvent avoir le sentiment qu'ils n'ont pas été suffisamment écoutés ou entendus avant que l'administration statue sur leur situation. Ils peuvent aussi avoir eu des difficultés à se voir précisément renseignés sur leurs droits et sur leur situation. Donc, notre rôle en tant que Haut Commissariat, c'est d'inciter l'administration à prendre conscience, elle en a conscience déjà, mais en tout cas d'impulser chaque fois la notion qu'elle ne doit pas se contenter d'administrer ce qu'elle fait au quotidien, mais qu'il faut aussi qu'elle aille au-devant des besoins et des attentes légitimes des administrés. Quelque part, notre action vise à replacer l'usager au centre des fonctionnements administratifs en modifiant le paradigme et en passant d'une culture qui aujourd'hui, en tout cas du point de vue des administrés, est un peu trop une culture de dossier, à une culture qui soit plus une culture de service au public. Dans ce cadre, par exemple,
Pour donner un exemple concret, nous avions déjà proposé l'an dernier certaines mesures simples et de bon sens pour améliorer la relation avec l'administré. Accuser-réception des demandes, ça n'est pas systématiquement fait aujourd'hui. Et donc avec les délais de réponse que nous connaissons, la personne peut rester 2-3 mois, voire plus, sans avoir de nouvelles de son dossier, sans savoir s'il est traité, sans avoir de notion de l'interlocuteur à contacter pour se renseigner. Ça passe aussi par la notification à la personne à qui on notifie une décision défavorable, de la manière dont il peut utilement la contester. Puisque par définition, nul n'est censé ignorer la loi, c'est vrai, mais beaucoup de personnes ne sont pas informées que lorsqu'elles reçoivent une décision qui leur fait grief, elles ont 2 mois. Pour la contester, soit par l'intermédiaire d'un recours gracieux, soit effectivement directement au contentieux. Donc tout ça, ce sont des mesures importantes pour que les processus administratifs soient, je dirais, loyaux et transparents envers les personnes, et puis effectivement pour une bonne prise en compte de leurs droits. Alors, avec 3 ans de recul, nous nous sommes engagés dans un travail en interne au commissariat qui consiste à élaborer une grille que je qualifierais de critères de bonne conduite administrative qui reflète les attentes légitimes des administrés par rapport au fonctionnement de l'administration et par rapport à la qualité du service qui leur est délivré. Et l'idée, ce sera de pouvoir, avec l'accord du gouvernement, s'il est d'accord pour s'engager dans ce processus, partager avec lui ces critères de bonne conduite pour aboutir à la mise en place d'une charte de qualité au sein de l'administration qui à la fois puisse servir de guide aux fonctionnaires qui sont donc sur le terrain, au contact avec les administrés, pour qu'ils aient une meilleure notion du service à délivrer, de la qualité de service que l'État souhaite délivrer aux administrés, et puis aussi qui ouvre la voie à la mise en place au sein de l'administration des outils qui sont nécessaires à assurer un véritable suivi qualité du service qui est délivré à l'administré. Vous souhaitez tout simplement replacer l'usager au cœur des préoccupations. Absolument, vous l'avez dit. Merci beaucoup Annie Soud de nous avoir reçus ici même au sein de votre structure. Merci beaucoup. Et on se quitte sur la météo suivie d'un clip dédié au livre blanc de la transition énergétique de la Principauté. Très bon week-end à tous. Samedi, de la pluie en perspective, les températures oscilleront de 14 à 15 degrés. Dimanche, beau temps avec moins de vent, le thermomètre ira de 11 à 16 degrés. Lundi, le soleil fera son apparition dans la matinée avec un mercure restant très clément. Mardi, beau temps toujours avec une maximale de 17 degrés. Mercredi et jeudi, le soleil restera bien présent en Principauté avec un thermomètre qui ira de 13 à 18 degrés. Oui, nous avons encore une chance d'enrayer le dérèglement programmé de notre climat. C'est le défi que doit relever notre génération. Je rappelle en outre que Monaco s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50% à l'horizon 2030 par rapport à 1990. Notre pays a l'ambition d'être un précurseur dans le déploiement des modes de déplacement et de consommation énergétique innovants.
Nous avons de plus en plus de moyens pour le faire, puisque dès à présent se dessinent des solutions techniques et technologiques alternatives que nous connaissons pour envisager des modes de développement respectueux de la nature. Aidé par la volonté du souverain en matière d'environnement et précurseur en matière de transition énergétique. L'efficacité énergétique est au cœur de l'histoire et des préoccupations du Grimaldi Forum. C'est pour nous un engagement fort avec des objectifs déterminés par la Principauté qui vont bien au-delà des objectifs fixés lors de la COP21 et la COP22 par le gouvernement français. Nous cherchons tous à suivre l'engagement du prince souverain qui est très exemplaire dans ce domaine. La transition énergétique répond aux ambitions très fermes qui ont été posées par la Principauté. Avec le plan énergie-climat qui est engagé depuis longtemps, la participation de la Principauté aux différentes actions internationales sur le climat, sur l'environnement. Les nouveaux immeubles qui sont sortis, qui sont vertueux, qui sont HQE, qui sont bâtiments basse consommation, Monaco est véritablement précurseur. Nous avons, par différentes actions, diminué nos consommations électriques de près de 20% depuis notre ouverture en 2000. Un jardin bio qui s'installe dans l'hôpital, qui fournira en nourriture bio la crèche de l'hôpital. Tels sont, chers monégasques, chers résidents, chers amis, les fondamentaux qui doivent tracer notre feuille de route au gouvernement, aux assemblées élues, mais aussi, permettez-moi de le suggérer, sur vos lieux de travail, d'engagement et de vie. La transition énergétique passe pour moi par le partage des idées et des bonnes pratiques. Le centre hospitalier est très engagé dans la démarche depuis de nombreuses années. C'est un engagement de direction avec différentes actions qui sont menées au sein de l'établissement. C'est en multipliant ces échanges et ces actions communes que nous favoriserons certainement l'innovation et l'amélioration continue. Je ne puis conclure ce tour d'horizon sans évoquer bien évidemment les défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés. L'action complémentaire de mon gouvernement et de ma fondation, et dans certains cas de la Fondation Albert Ier, prince de Monaco, sous mon impulsion, restera déterminante dans ce domaine.